Nous connaissons au minimum ton parcours, ton engagement, tes luttes, mais en faisant un petit sondage tout à l'heure dans la salle, je me suis rendu compte que certaines personnes ne comprenaient pas ton engagement panafricain. Du coup, est-ce que tu pourrais, juste à titre d'introduction, expliquer ce que représente pour toi le panafricanisme et quelle place ça tient dans ton combat aujourd'hui? Alors, pour te répondre, j'aimerais poser la question. Est-ce que ceux qui ne comprennent pas mon combat panafricaniste pourraient lever la main? Ça me donnerait une idée. Vous n'êtes pas la majorité par exemple. Mais on va préciser pour la minorité quand même. Donc je suis un jeune Africain, moins jeune maintenant, j'ai 38 ans, né dans la diaspora, comme la plupart d'entre vous, et qui remercie Dieu, qui remercie les ancêtres d'avoir connu quelque part le racisme. Et je vais m'expliquer. Parce que le racisme m'a permis de me révéler à moi-même, de comprendre qui j'étais, de comprendre ce qu'était ma communauté, et de comprendre que si on n'était pas organisé en tant que communauté dans un milieu qui pourrait être hostile, eh bien on aurait toutes les chances de disparaître ou d'être désintégré. Et donc je n'ai pas été dans la voie de la victimisation. En vivant ce racisme-là, je me suis dit qu'il faut que notre population s'organise, que notre population soit dans une voie de solidarité, que notre population soit capable de transcender ce qui nous divise. Et ça, c'est un grand défi, on en parlera tout à l'heure. Et j'ai commencé l'activisme politique en 1999, ça ne me rajeunit pas, d'accord. Et au fur et à mesure, d'abord, c'était dans la diaspora. Je suis rentré après en Afrique il y a 10 ans. J'ai commencé à travailler comme journaliste politique dans de nombreuses grosses chaînes d'Afrique de l'Ouest francophone. Et par la suite, j'ai engagé le combat pour la souveraineté monétaire dans les pays d'Afrique francophone, donc la campagne contre le franc CFA notamment. Et parallèlement, j'ai lancé une démarche entrepreneuriale en créant un centre commercial qui s'appelle le Centre Panaf, qui est né l'année dernière à Cotonou au Bénin. Voilà. Du coup, je vais présenter la structure de l'échange pour que vous ayez une petite idée de comment ça va se passer. Dans un premier temps, donc, nous allons attaquer certaines thématiques, les thématiques qui vous ont été présentées, à savoir donc les contributions de la diaspora dans la vie socio-économique des pays d'origine, le black business et l'importance du lobbyisme et d'investir les lieux de pouvoir dans les endroits où nous sommes installés. Ça, ce sont les trois thématiques que nous allons discuter. Et l'idée, dans un second temps, c'est d'avoir des échanges questions-réponses. Les questions-réponses, s'il vous plaît, je vous le dis déjà maintenant, une question, c'est une question. Ce n'est pas un mot de remerciement de 5 minutes, ce n'est pas une petite conférence. Je serai très sec par rapport à ça. Et enfin, dans un troisième temps, en fonction de ce que le temps nous permettra, tu pourras leur adresser encore une fois un mot en guise de clôture de passage. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça vous va? Oui. Parfait. Dans ce cas, est-ce que tout le monde nous voit même au fond? Vous préférez qu'on se lève? Oui. Ah, mais nous sommes des gaillards, nous pouvons nous lever, il n'y a pas de problème. Voilà, vous nous voyez mieux? Ah, c'est bon. Vous nous entendez, vous nous voyez. Maintenant, on va être ensemble. Un peu plus fort qu'avant. Alors, commençons par la première thématique. La première question que j'aimerais te poser est très simple. Est-ce que de ton point de vue, surtout au regard de ton expérience maintenant que tu es installé en Afrique, est-ce que tu as le sentiment que la diaspora est un vecteur de progrès, à la fois sur la question sociale et sur la question économique? Alors, je tiens à préciser, parce que je pense que c'est important qu'on le fasse ce soir, que je ne vais pas tenir de propos pour nous flatter. Je ne vais pas tenir de propos, peut-être des propos vont plaire, d'autres plairont moins. Mais je pense qu'il faut qu'en tant que communauté, on soit dans une démarche aussi d'accepter une autocritique collective parfois. Parce que c'est ce qui manque aussi parfois dans notre communauté. La première chose, pour parfois faire l'autocritique, il faut être capable de commencer par soi. Ça permet parfois d'être mieux compris par la suite. La première chose, c'est que lorsque j'ai commencé à militer, donc de 99 jusqu'à 2009, les 10 premières années, j'avais cette conviction en tant qu'enfant de la diaspora
J'avais cette conviction en tant qu'enfant de la diaspora que, en étant dans la diaspora, on était, entre guillemets, que Dieu me pardonne, on était plus en avance que ceux du continent. On comprenait un certain nombre de choses beaucoup plus que ceux du continent. En ayant vécu en Occident, il y a des choses qu'on pouvait analyser mieux que les gens du continent. Le retour en Afrique a été une très grande leçon pour moi. Une très grande claque. Quand j'étais jeune et que je disais que Garvey disait que on n'a pas besoin de tout le monde, de toute la diaspora pour rentrer en Afrique, certains ne servent à rien en Occident, ne serviront à rien en Afrique. Quand j'étais jeune, je disais le papa Marcus Garvey était dur. Mais en vieillissant, j'ai compris ce qu'il voulait dire. La diaspora n'est pas le messie de l'Afrique. Mais le continent africain peut être le plus grand médicament de la diaspora. Parce que quand on est en Occident, et c'est quelque chose qui nous concerne tous, les maladies du système néolibéral occidental nous contaminent aussi. L'égoïsme démesuré, je ne dis pas qu'il n'y a pas ça en Afrique. Merci. Ma voix, de toute façon, tout le monde m'entendra. Et certaines maladies, certaines aliénations que le système occidental nous donne, et ne donne pas simplement aux Africains, même la population occidentale elle-même est aliénée par le système néolibéral dans lequel elle vit. Il faut le préciser, c'est important de le rappeler. Mais certaines maladies, certaines déviances, certaines réflexions, certains comportements, certaines attitudes que nous avons en Occident, lorsque l'on vient en Afrique et qu'on n'a pas une démarche d'être dans l'introspection, on peut rapidement se retrouver face à un mur. Et l'Afrique peut nous soigner sur ce terrain-là. Je donnerai une image pour matérialiser ce que je dis. Certains d'entre vous sont des pères ou des mères de famille. Quand votre bébé se fait mal, par exemple, quand il marche et qu'il tourne, il se blesse à la bouche, par exemple, je ne sais pas si vous savez que le lait de la mère immunise. Est-ce que vous savez? Levez la main si vous êtes au courant de ça. Il y en a, il a levé les deux mains tellement il est au courant. Toi, tu es au courant, ton enfant se blesse beaucoup, mon frère. D'ailleurs, je vous demande aussi de l'applaudir, ce frère vient d'Espagne, juste exprès pour celui-ci. Il m'avait suivi, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert il y a une semaine lors de mon meeting à Barcelone. Il a dormi la veille, la nuit dehors pour assister au meeting. Et maintenant, il vient d'Espagne pour venir ici. Vraiment. Mais je pense que, comme la dernière fois, je vais vous faire un livre, il s'est dit, il revient ici, je vais lui faire un truc. Je ferme la parenthèse, c'est important quand même de le rappeler. Et quand je parle, pour revenir donc à nos moutons, quand je parle d'aliénation, je parle aussi d'une réalité qui est que on s'installe dans nos pays avec une vision qui est quelque part une perception que l'Occident a vis-à-vis de l'Afrique. Et quand je parle de soin, je reviens à ce que je disais sur la maman tout à l'heure. Quand la maman donne le sein, elle immunise le bébé. Les plaies ont tendance à se guérir plus rapidement. Moi-même, je le vois, je l'ai vu, en tant que père de famille, je l'ai vu à de nombreuses reprises. Eh bien, la terre d'Afrique, moi, à titre personnel, m'a soigné de beaucoup de choses. La terre d'Afrique m'a soigné de perceptions complètement occidentales que j'avais. Parfois, la diaspora s'organise, on est des associations, on est des groupes. On a tendance à dire qu'il faut faire ça pour que l'Afrique se relève. Ah, l'Afrique est aliénée, l'Afrique est ceci, l'Afrique est cela. Non. On doit faire d'abord preuve de pudeur quand on rentre sur le continent. On doit être d'abord capable d'écouter les anciens et les anciennes quand on rentre sur le continent. On doit être capable de sortir de la maladie des villes, des mégalopoles dans lesquelles nous sommes installés, pour rentrer et traîner un petit peu plus dans les villages, parler avec les gens, parler avec les anciens, parler avec ceux qui sont les gardiens des traditions, avant d'être dans cette démarche de rentrer dans l'action sociale. Pensez avec insolence et arrogance que l'on vient de Bruxelles, que l'on vient de Paris, que l'on vient de Londres, que l'on vient de Berlin, et qu'on va arriver, on va changer l'Afrique, c'est une inertie, c'est faux. C'est un mensonge. C'est une arrogance, et il faut qu'on puisse sortir ça de notre esprit. Nous sommes comme des enfants que le lait de la mère, de la terre-mère nommée Afrique, peut guérir. En tout cas, ce lait peut nous guérir, nous tous. Et lorsqu'il nous guérit de nos plaies psychologiques, de nos plaies culturelles, de nos plaies aliénantes, on peut par la suite s'organiser pour défendre notre mère, notre terre-mère, qui peut être attaquée par un certain nombre d'entités extérieures. Mais les choses doivent se faire dans un ordre.
Et donc pour répondre à la question, parce que c'est très important, je sais qu'il y en a plusieurs, mais je voulais placer ce décor-là. La diaspora n'est pas, comme certains peuvent le dire, le messie de l'Afrique. La diaspora sera soignée par l'Afrique. Et en étant soignée par la suite, elle pourra s'organiser pour mieux défendre l'Afrique. Et c'est ce que nous avons fait. Je suis rentré en 2011. J'ai commencé à travailler dans les masses médias africains en 2013. Et j'ai commencé à agir politiquement en Afrique en 2016. C'est-à-dire que j'ai attendu 5 ans avant de pouvoir me dire on peut agir pour le continent. Parce qu'avant d'agir, il faut faire preuve de culture, il faut écouter les gens. Il faut s'imprégner des réalités sociales, des réalités politiques du pays dans lequel vous êtes installé. Il faut s'imprégner des mentalités, des psychologies. L'Afrique a énormément à nous apprendre. On croit que parce qu'on est dans des pays riches, entre guillemets, la richesse est une question très relative. Très relative. On a tout à leur apprendre. Mais ces gens-là vivent dans des conditions différentes des nôtres, dans un paradigme différent du nôtre, avec des réalités différentes de celles que nous côtoyons ici. En nous imprégnant de ces dernières, un certain nombre de valeurs peuvent changer. Dire cela ne signifie pas que je prétends, je déclare que tout ce qui se passe en Afrique est parfait. Arrêtons aussi ce mythe. Beaucoup de choses ne vont pas sur le continent. Et c'est pour ça que je dis que c'est de la fusion des entités de la diaspora et des populations du continent que certaines choses changent. Mais chacun doit être capable de se soigner de ses propres plaies. Et j'encourage, pour terminer mon introduction, chacun d'entre vous ici présent, si vous voulez aider le continent africain, la première des choses que vous devez faire pour aider le continent, c'est vous reconnecter, vous réconcilier à lui. Allez fréquemment à sa rencontre. Écoutez les gens d'abord plus que parler. Et après, vous êtes forgé une nouvelle réflexion à leur côté pendant des années. Là, vous pourrez agir. C'est ce que nous avons fait. Et je pense que c'est une voie à suivre sur ce terrain-là. Voilà ce que je peux dire.